Laurence Kahn, dossier d'histoire. Laurence qui me prend par les sentiments ce matin. C'était donc il y a 386 ans, jour pour jour, le 24 juin 1635. Les Arméniens de France, si proches des Juifs de France, étaient enfin autorisés à exercer le commerce de façon libre. À l'origine de cette autorisation, une ordonnance prise par le cardinal de Richelieu suite à une demande du roi de France, Louis XIII, une date anniversaire qui nous donne l'occasion ce matin de revenir sur l'histoire singulière des relations entre la communauté arménienne et la France. La France qui a tout de temps occupé une place à part, exerçant sur les Arméniens une indéniable attraction, Laurence Kahn. Si dans les années 1915-1920, les Arméniens fuyant les déportations et les massacres de l'Empire ottoman ont cherché refuge en France en grand nombre, c'est aussi parce qu'ils considéraient ce pays comme leur seconde patrie. En hommage à cette longue amitié, la France organisait d'ailleurs de septembre 2006 à juillet 2007 une année de l'Arménie, qui fut l'occasion de mieux connaître ce pays par l'intermédiaire de ses intellectuels ainsi que de ses artistes exposés dans différentes villes. De son côté, l'Arménie montre son attachement à la langue et à la culture française en accueillant en octobre 2018 le 17e sommet de la francophonie. Alors pour mieux comprendre cet attachement entre l'Arménie et la France, il faut replonger dans l'histoire. Cet attrait pour la France s'appuie sur une longue tradition d'échanges dont l'Arménie cilicienne a été le creuset. Absolument, Ilana. C'est dans ce royaume arménien de Cilicie qui prospéra au XIIe et au XIVe siècle entre Taurus et la Méditerranée, dont les confins turco-syriens, que Français et Arméniens apprirent à se connaître. Doté d'une façade maritime où le port d'Ayas, grouillant d'activité, lui ouvrait une fenêtre sur le monde. Ce royaume arménien occupe une place de premier plan au Moyen-Âge et émerveille à ce titre Marco Polo. Marco Polo qui fait le récit de son arrivée en Cilicie dans le premier chapitre de son célèbre livre des merveilles. Des liens étroits se tissent à cette époque entre les noblesses arméniennes et franques, consolidant les alliances politiques par des mariages qui contribuent à l'interpénétration des cultures. Et la cour arménienne sera d'ailleurs profondément marquée par les habitudes françaises, comme en témoigne l'usage toujours en vigueur du mot baron pour dire monsieur en arménien. Et anecdote mise à part, la personnalité et le destin du dernier roi arménien, Léon V, donnent une dimension hautement symbolique aux relations arméno-françaises. Et oui, appelé à régner sur une Cilicie à l'agonie, ce prince de la lignée des Lusignans, une famille poitevine, installé sur le trône du royaume latin de Chypre, accompagnera les derniers jours du royaume arménien qui succombe sous les coups des Mamelouks d'Égypte. Ceux-ci le feront d'ailleurs prisonnier avant de le renvoyer en France contre rançon. Le dernier roi arménien est donc un seigneur poitevin, mais oui, et sa tombe se trouve dans l'abbaye de Saint-Denis, dans la banlieue parisienne. Et par ailleurs, avec la disparition de la souveraineté arménienne, c'est par le commerce que se consolident les liens avec la France. Dominant le commerce de la soie principalement entre l'Orient et l'Occident, les riches négociants arméniens deviennent les ambassadeurs itinérants de leur pays oubliés dans différentes villes d'Europe, où ils établissent des comptoirs puis des colonies appelées à devenir le noyau de communautés prospères. Principale puissance politique et économique de l'époque, la France ne manquera pas d'attirer les Arméniens. Et c'est véritablement au siècle des Lumières, siècle qui permet aux grands écrivains de faire connaître cette communauté qui se fera enfin une place en Occident, Laurence. En France, c'est sous le soleil de la Provence et de Marseille, plaque tournante du commerce entre l'Orient et l'Occident, que les Arméniens installent leur quartier, suscitant en retour l'intérêt croissant des Français pour leur civilisation. Parmi eux, Jean Alten, un Arménien né en Perse en 1711 et mort en 1774 à Avignon, où le musée Calvet entretient le souvenir de ce bienfaiteur du midi de la France par un marbre gravé, lui attribuant le mérite d'être l'introducteur et premier cultivateur de la garance dans le territoire d'Avignon. Et ce sont aussi les négociants arméniens qui introduisent la mode des cafés. Alors ça, c'est incroyable, je l'ai appris, c'est ainsi que le premier café parisien, le Procope, a été fondé par un Arménien en 1672. Et oui, Ilana, et à l'heure où les Français retrouvent le plaisir des terrasses, il est bon de s'en souvenir. Originaire de Palerme, Procopio dei Coltelli avait ouvert le café du quartier Saint-Germain qui porte encore son nom. Après avoir loué ses services de garçon de café à l'Arménien Pascal ou Artin, ces quelques Arméniens connus suffiront à produire un effet de mode auquel ne sera pas insensible un certain Jean-Jacques Rousseau qui se plaisait à s'habiller à la mode arménienne. Vers la fin de sa vie d'ailleurs, le philosophe se faisait même volontiers appeler l'Arménien. Ouais, c'est une anecdote assez incroyable. Frappé de plein
bafouée par les crises politiques secouant les empires perses et ottomans. L'Arménie n'espère plus d'aide de la France. Les Arméniens se tournent vers la puissance du Nord, donc la Russie, qui fait son apparition dans le Caucase. Et il faudra attendre la fin du 19e siècle pour que les Arméniens retrouvent leur place dans la vie publique française avec la question d'Orient qui internationalise le conflit, les opposants aux autorités ottomanes. Ouais, d'ailleurs, les massacres de 1894-1896, un premier massacre contre les Arméniens bien avant le génocide, vont provoquer dans l'opinion publique française une profonde indignation relayée par les prises de position véhémentes des hommes politiques et de l'intelligentsia en faveur des Arméniens. Ce mouvement d'opinion se perdra toutefois dans les horreurs de la Première Guerre mondiale qui étoufferont les condamnations par les hommes politiques français des massacres des Arméniens perpétrés à partir de 1915 par les Turcs ottomans alliés de l'Allemagne. Massacres pour lesquels la qualification de génocide restait à trouver. L'application des dispositions du traité de Sèvres, dont les clauses concernant la création d'un État arménien sur les décombres de l'Empire ottoman, ne semble pas préoccuper la diplomatie française, plus soucieuse désormais de se tailler une place dans le Moyen-Orient déchiré entre les intérêts antagonistes des Turcs et des Arabes que de défendre les intérêts de l'Arménie. En effet, l'Arménie qui vient de tomber dans l'orbite soviétique et de ce fait dans un total oubli, comme le montrera le traité de Lausanne en 1923, fossoyeur de celui de Sèvres. L'Arménie et la question arménienne appartiennent donc déjà au passé quand les réfugiés arméniens, fuyant les déportations et les massacres dans l'Empire ottoman, puis dans la République turque de Mustafa Kemal, est en train de créer sur ses ruines, débarquent à Marseille au début des années 1920. Pour ces réfugiés, dans le plus total dénuement, encore sous le coup du traumatisme du génocide, la France représente l'espoir d'une vie nouvelle. Et de Marseille, il remonte la vallée du Rhône, travaille dans la métallurgie, les mines ou les fabriques de textiles, partout où l'on a besoin de cette main-d'œuvre qui fait cruellement défaut à la France au lendemain de la guerre. Et oui, Lana est dans chacune des villes industrielles qui jalonnent leur montée vers Paris, où ils espèrent trouver plus facilement du travail. À Valence, Saint-Étienne, Saint-Chamond ou encore Lyon ou Grenoble, ils se regroupent en communautés soudées par des liens de solidarité et par le maintien des traditions nationales. Ces réfugiés, Nansen, apatrides, accomplissent aussi leur devoir militaire de français en 1939 et 1945, s'illustrant dans la résistance comme le communiste Misak Manoukian, fusillé au Mont-Valérien par les nazis avec ses camarades de l'Affiche rouge. Et point d'orgue tardif de l'histoire d'amour entre la France et la communauté arménienne, la reconnaissance du génocide arménien enfin par l'État français, il aura quand même fallu près de 20 ans. La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Tel est le texte de la loi datant du 29 janvier 2001. Et je vous propose d'écouter l'intervention émouvante du député Patrick Devédian qui s'exprimait alors à l'Assemblée. Des deux grands-pères de mes enfants, l'un a été déporté par les Turcs pendant la Première Guerre mondiale. Le deuxième a été déporté par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment puis-je leur expliquer la différence? Dites-le-moi. Voilà, Patrick Devédian d'ailleurs à qui on rend hommage, qui est décédé de la Covid-19 au début de la crise sanitaire. Enfin, pour parler des Arméniens, pour conclure, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, on reste dans cette lignée. Le 24 avril est devenu une journée de commémoration du génocide arménien, puisque c'est bien le 24 avril qu'est commémoré le début du génocide arménien. Merci beaucoup Laurence Kahn. On en a appris de très belles choses ce matin sur la communauté arménienne de France. On aura l'occasion d'en reparler sur Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J.